Rencontre avec aujourd'hui un format qui revient sur les ondes de votre radio préférée, la radio de votre département, Yveline Radio sur 88.4 MHz. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir dans nos studios Bernard Bordas, un spécialiste en arts martiaux, en sport de combat, en histoire de ces sports, de ces arts et autres spécialités. Alors, Bernard Bordas, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on dit maître en France ou expert ou plutôt spécialiste, puisque maître est un concept qui a du mal à passer dans nos contrées? C'est vrai que si j'avais que un diplôme, par exemple, d'arts martiaux japonais, on aurait dit sensei ou arshihan, daishihan. Ce sont des diplômes japonais traditionnels des arts martiaux japonais remis au Japon par des maîtres japonais. Donc effectivement, là, c'est un titre. Mais comme j'ai passé une licence STAPS d'entraîneur sportif, je suis aussi entraîneur. J'ai des brevets d'état d'arts martiaux russes, donc je suis aussi éducateur sportif. Et j'ai discuté avec des grands experts qui avaient suivi les mêmes voies que moi, mais dans d'autres matières, comme l'histoire des arts martiaux anciens, européens ou gréco-latins. Ils m'ont dit, nous sommes des experts. Voilà, nous ne sommes ni des maîtres ni des professeurs, nous sommes des experts. D'accord. Le concept de maître au Japon, c'est-à-dire sensei, je crois, puisque vous parlez japonais, entre autres, on va vous découvrir au fur et à mesure de nos entretiens. Est-ce qu'on pourrait traduire ça en France par, comme on dit Gabin, c'est un monsieur, par exemple? Parce qu'il y a le côté aussi, ce qu'il apporte à la société par son charisme, par son œuvre ou les œuvres auxquelles il participe. Alors ça, c'est ce qu'on aimerait bien avoir. C'est le Japon carte postale de Kurosawa. Du japonisme des années 45 jusqu'à à peu près 72. Il y a eu plusieurs modes. Il y a eu les modes d'orientalisme au 19e siècle. Il y a eu un début de japonisme début du 20e siècle, un deuxième japonisme en 45. Et effectivement, geisha, sensei, samouraï, ninja, et en fin de compte, ninja c'est un terme du 20e siècle, geisha c'était très peu usité, samouraï encore moins. C'est vraiment un terme du XXe siècle. Et sensei, en fin de compte, au Japon, sensei, c'est par exemple une personne plus âgée que toi peut être sensei. Quelqu'un qui t'apprend quelque chose, tu l'appelles sensei. C'est-à-dire, même s'il n'a pas de diplôme de sensei, sensei, c'est comme instituteur, mais au sens grec du terme, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui va nous enseigner quelque chose. Voilà, c'est un enseignant. Voilà, ouais, c'est un enseignant, mais pas forcément un diplômé ou quelqu'un de grand. Sensei, c'est le premier grade, si on peut dire, dans l'art martial. Sensei, c'est vraiment un terme assez commun au Japon. D'accord. Et qui a pris en fait des lettres de noblesse à travers la propagande et le cinéma japonais, finalement. Exactement, voilà. À travers le japonisme, comme je parlais du Kurosawa, donc Kurosawa, c'était le John Wayne japonais. Ouais, on disait ultra-militariste, ultra-nationaliste, le samouraï, mais c'est vrai, un vrai guerrier. Que c'est un ultra Kurosawa parce qu'il est quand même tourné par certaines de ses œuvres vers le théâtre anglais, comme oui, Le Roi Lear avec Ran. Tout à fait. Le Château de l'Araignée, c'est simplement un Shakespeare. C'est l'histoire des forêts qui avancent, aussi, les sorcières au début c'est Macbeth, tout simplement. Après, c'est vrai qu'il y a eu un autre film aussi, c'était Le Grand Mône. J'ai vu ça à Paris quand j'étais dans une association franco-japonaise. Et puis, il y a eu d'autres films comme ça qui ont été repris à partir d'auteurs européen, et copié par justement les Américains. L'Idiot de Dostoïevski, par Kurosawa. Roméo et Juliette, qui a été repris par Yamada Futaro dans les années 50. Donc c'est comme Yamada Futaro, qui est un romancier des années 50-60, qui s'est mis à écrire sur les ninjas, à faire des romans de gare, comme on dit, sur les ninjas, qui a créé en 58 un roman qui s'appelle Koga Ninpocho, qui a eu un immense succès. Ensuite, ça a été adapté en manga sous le nom de Basilisk, très connu de tous les fans de manga. Et ensuite, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle Shinobi, donc Le cœur sous la lame. Il a reçu d'ailleurs un immense prix à titre posthume pour cette œuvre-là. Et en fin de compte, c'est uniquement Roméo et Juliette
adaptées, c'est-à-dire les ninjas d'Iga et de Koga qui se font la guerre, avec les Capulets, de l'histoire des Capulets Roméo et Juliette, et la fille de l'un est amoureuse du fils du chef de l'autre, alors qu'on apprend à la fin que ce sont les grands-parents qui étaient très amoureux mais qui n'ont pas pu avoir d'enfants, etc., se mettre ensemble. C'est Roméo et Juliette, c'est du Shakespeare à 100%. Bernard Bordas, au travers de votre site lemondedesartsmartiaux.org, oui, vous apportez certaines, non pas contradictions, mais certains éclaircissements sur les termes utilisés. Notamment, vous vous êtes intéressé à ce qu'on appelle le ninjitsu. Est-ce que vous pourriez définir à la fois en quoi consiste le ninjitsu, le terme ninja qui a été galvaudé, par exemple, avec les Tortues Ninja, et votre accession à ce savoir et à cette pratique qui est reconnue, mais qui est rare. Alors là, c'est une grande histoire. Le nom ninja, effectivement, c'est du XXe siècle. C'est vraiment en 1911-1920 qu'on commence à parler de ninja, et surtout dans les mangas 1960 pour les enfants, voire pour les ados. Et ça revient un petit peu quand les Japonais ont perdu leur culture suite à, on va dire, à l'occidentalisation du Japon, à partir de 1868 pour schématiser, après les différentes missions françaises, allemandes, européennes et américaines qui sont venues au Japon pour apporter leur science, après l'ouverture du Japon justement, l'ouverture du Japon 1864 vers là, eh bien les Japonais ont petit à petit perdu leur culture et ils se sont retrouvés habillés comme des Européens ou comme des Américains. On voit souvent Jigoro Kano avec un chapeau melon, une redingote, parfois des rouflaquettes. C'est vraiment assez impressionnant, comme ça a été vraiment, ça a changé d'un seul coup. On retrouve ça dans un film qui s'appelle Les Derniers Samouraïs. C'est un film qui est assez dur à trouver, mais il est extraordinaire, qui se compose en deux parties, où on voit avant l'ère Meiji, c'est-à-dire la nouvelle ère, et après, où effectivement tous les samouraïs se sont retrouvés, la caste s'étant dissoute, à exercer différents métiers ou à devenir fonctionnaires avec une pension. En quelle année a été dissoute cette fameuse caste des samouraïs, un autre terme qui a été un petit peu dévié de son sens? C'est en 1872. 1872, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, pour revenir à notre sujet antérieur, qu'est-ce qu'un ninja? Qu'est-ce que le ninjitsu auquel vous avez consacré beaucoup de pratiques et dans lequel vous avez obtenu un titre? Alors, le ninjutsu, ce qu'on appelle ninjutsu chez nous, c'est ce que les Japonais appellent shinobi no jutsu. C'est-à-dire, shinobi, c'est une personne discrète, voilà, et no jutsu, c'est les techniques nécessaires pour avoir cette capacité. Jutsu, c'est technique, ça veut dire aussi habilité. Voilà, par exemple, jujitsu, c'est l'habilité à la non-résistance. La capacité à la non-résistance, et non pas la technique de souplesse, qui veut absolument rien dire. Donc, ninjutsu, c'est un terme moderne qui s'appelait d'habitude shinobi no jutsu, et c'était dans la région de Iga, Koga, Nabari, donc on va dire du côté de Kyoto et du Grand Lac Biwa, où il y avait donc des familles qui s'étaient réfugiées suite à, on va dire, à la défaite de Dan no Ura au XIIe siècle, et qui avaient créé ce qu'on appelle des gakure, c'est-à-dire des villages fortifiés. Donc Iga, Koga, Nabari, il y en a d'autres aussi, bien sûr. Ces gens-là ont été utilisés par Tokugawa Ieyasu, c'est-à-dire le shogun qui, en 1600, a réunifié le Japon avec la bataille de Sekigahara en 1600, c'est-à-dire quand on parle de Pax Tokugawa ou d'ère Tokugawa, voire même d'ère Edo, c'est 1600-1868, c'est-à-dire l'ère de tous les shoguns Tokugawa. C'est une ère où les samouraïs étaient, on va dire, descendus au rang de fonctionnaires, c'est-à-dire percepteurs d'impôts, juste lettrés attachés aux écritures, etc. Les gens qui ont écrit des livres, par exemple, sur les samouraïs, comme le Hagakure, par exemple, c'était des gens qui n'avaient jamais combattu. C'était des gens qui étaient attachés aux écritures. C'était des gens qui étaient juste des comptables, des choses comme ça.
Alors qu'est-ce qu'un ninja, Bernard Bordas? Alors un ninja, c'est un espion. C'est quelqu'un dont on utilise la capacité, shinobi, d'être une personne discrète et endurante et résistante, puisque le kanji, c'est-à-dire le signe japonais pour shinobi, c'est un cœur qui est sous une lame. Est-ce qu'il y avait une école particulière pour former ces... Comment on peut les appeler? Ce sont des ninjas? Alors on peut dire des ninjas ou des shinobi? Des shinobi. Voilà. Shinobi, c'est pas une bande dessinée non plus, ça. Oh, bah, il y a énormément de films, de bandes dessinées. C'est inscrit dans le narratif japonais pour les bandes dessinées, les films, les séries. Vous avez des porte-clés, des figurines, des peluches, voilà. Parce qu'il y a des ninjas entre guillemets qui sont très célèbres, comme Hattori Hanzo. Alors on dit, une fois on va dire que c'est un shinobi, une fois on va dire que c'est un général, une fois on va dire que c'est un ninja. Tout simplement parce que justement il y a le shogun Tokugawa, avant qu'il soit le grand shogun que l'on connaît, Ieyasu Tokugawa a eu besoin de sauver sa vie en sortant de la région d'Iga, et il a fait appel à Hattori Hanzo et ses ninjas pour pouvoir rentrer chez lui tranquillement du côté d'Osaka. Alors ce qui est important, est-ce qu'il y a une école? Non, il n'y a pas vraiment d'école, on va dire, comme on le voit dans les films, des gens qui s'entraînent avec une école d'espionnage. Non, c'est-à-dire, vous avez par exemple les ninjas de Iga, ils vont être spécialisés par exemple dans les explosifs. Les ninjas de Koga vont être spécialisés dans tout ce qui est médicaments, donc aussi poison, etc. Les ninjas de Nabari vont être plutôt peut-être dans la construction de ponts ou des choses très pratiques. Parce que le ninja n'est pas seulement un espion, mais il peut être un scout, il peut être un éclaireur, donc un cartographe. Il peut aller d'abord derrière les lignes pour faire des cartes, tout simplement, pour renseigner. Lorsque un ninja devient un spécialiste des explosifs, c'est pas vraiment pour espionner. On n'espionne pas avec un explosif, c'est pour se tirer d'affaire quand ça chauffe un peu la James Bond, je veux dire. Excusez-moi cette référence. Alors oui et non, mais James Bond est très repris dans les livres japonais. Ouais. Les livres japonais pour les enfants qui parlent des ninjas reprennent beaucoup l'image de OSS, de James Bond. Il n'y a pas de problème avec ça. La poudre, c'est tout simplement parce qu'ils avaient des armes à feu. Ils pouvaient avoir des armes à feu, ce qu'on appelle des bouches à feu, c'est-à-dire des tout petits canons avec une pierre à briquet, et quand on appuyait sur la pierre à briquet, ça déclenchait une étincelle. En Europe, on appelle ça des bouches à feu, mais j'en ai vu des authentiques quand je suis allé faire une conférence à l'université de Mie à Iga, ça fait 15 cm de grandeur maximum, 10 cm même, ça va dans une poche. Et donc, il pouvait aussi faire sauter des ponts, il pouvait faire sauter des murs de châteaux, en sapant, quoi. Je sais pas, on appelle ça du sapage, je sais pas. Non, c'est les sapeurs qui font ça. Oui. Donc il y a plusieurs missions hors l'espionnage du fameux ninja. Donc il a aussi une formation, on va dire militaire, une formation aux armes et martiales. Donc. Justement, Bernard Bordas, à propos de la révision sur les termes qui sont souvent galvaudés par un imaginaire, des cartes postales qui nous viennent du Japon, des choses qui sont un petit peu faciles à digérer, et en fait de la propagande faussée, puisque c'est une façon de ne pas aller au fond des choses. La première des choses, déjà, pour bien connaître le français, c'est de voir les étymologies grecques ou latines, surtout latines. Là, nous avons, dans les termes utilisés dans les sports de combat ou les arts martiaux d'origine japonaise, des termes en japonais qui signifient... il y a une syntaxe tout à fait particulière. C'est pas un petit peu comme un jeu de Lego, le japonais? Alors déjà, pour le principe de l'écriture, des pictogrammes, en fin de compte, l'écriture japonaise, c'est l'écriture chinoise. C'est quand Shotoku Taishi, on va dire au 5e siècle, est parti en Chine, il est rentré avec les arts martiaux chinois, l'art des fortifications, l'écriture, la monnaie, la façon de s'habiller, les armures, qui étaient tout à fait chinois. Il a modernisé le Japon et il a renforcé tout ça. Alors, en fin de compte, on peut dire que plusieurs pictogrammes vont donner un idéogramme. Par exemple, pour une voiture, Kuruma, on va prendre le pictogramme de la roue et le pictogramme de automatique. Et là, on arrive à avoir quelque chose qui roule automatiquement. Et ça donne Kuruma, évidemment. C'est conceptuel ?
Oui, oui, on voit ça un peu partout et c'est extraordinaire. Moi, j'adore quand on étudie le Japon comme ça. C'est très loin de nous, en fait, de l'alphabet phonétique, finalement. Ah ben, c'est très loin de chapeau. Si tu dis un japonais chapeau, par exemple, le japonais, il sait pas si on parle d'un chat, peau, est-ce que le chapeau est en peau de chat? Au Japon, on peut pas se tromper. Ou le chat dans un pot. Voilà, exactement. Donc on peut pas se tromper. Ouais. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend un dictionnaire d'idéogrammes, de kanji, ce qu'on appelle les kanji, c'est-à-dire les écritures chinoises en fin de compte, hein, kanji, vous avez dedans le son ken, par exemple. Le son ken ou kan, c'est 20 pictogrammes différents et qui ont des sens différents. Tout à l'heure, je parlais de shinobi qui se lit aussi nin pour ninja. Ja, c'est mono. Donc, ninja, shinobi no mono, c'est la même chose. Par exemple, on parle de judo ou yawara no michi, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce sont des idéogrammes anciens et des idéogrammes modernes. Bon, Bernard Bordas, je vous propose de faire un cours de japonais dans une prochaine émission, dans un prochain entretien. Bernard Bordas, vous avez eu la gentillesse de vous déplacer jusqu'à chez nous, puisque en fait vous résidez principalement à Saintes. Voilà. Saintes, c'est en Charente-Maritime. Et pour ceux qui ont un maillot de bain, c'est près de la mer. Et pour ceux qui n'ont pas de maillot de bain, c'est en Charente-Maritime. Et ceux qui ont soif, c'est près de Cognac. C'est à 10 minutes de Cognac. Voilà, ça se boit sans soif. 1 heure de Bordeaux. Voilà. Comment dire, justement... vous avez commencé à exercer votre corps, votre physique après certaines maladies sur lesquelles on ne va pas s'étendre, mais vous avez commencé justement par des sports de combat qu'on connaît beaucoup en France. Alors, il y a pas de tabou, hein. Je suis né à 7 mois, j'étais asthmatique, j'aurais dû ne pas naître, j'aurais pas dû exister. Et puis, bon, bah voilà, j'ai commencé à me combattre déjà pour rester en vie, hein. Donc, travail respiratoire, on m'a envoyé dans des instituts où on apprenait le yoga, la respiration. Et à 10 ans, j'ai fait de la gym, donc c'était déjà un miracle que je puisse faire de la gym. J'étais complètement caché-xique, c'est-à-dire maigre, complètement improbable. Et ensuite, j'ai fait du judo avec des amis qui faisaient du judo dans un dojo. Et le soir, quand ils rentraient, on refaisait le cours chez eux, sur des matelas. Et comme ça, j'ai appris énormément de techniques. Et à partir de 12 ans, je me suis rapproché du karaté, parce qu'on trouvait des livres de karaté. Et puis, pour apprendre le karaté, on n'a pas besoin d'un partenaire. Et comme les copains, parfois, ils étaient chez eux, parfois, ils n'étaient pas chez eux, pour le judo, c'était un petit peu râpé. Alors, je me suis tourné vers le karaté, persuadé que c'était un art martial. Donc, j'ai fait 11 ans de karaté. J'ai été champion de karaté à partir de 14 ans, champion de ligue, championnat de France en 76. Et à partir de là, dès le moment que j'ai commencé le karaté en 72, parce que j'ai bien vu qu'il manquait quelque chose dans le karaté pour être efficace, j'ai fait de l'aïkibudo, ce qu'on appelle l'aïkibudo, qui maintenant s'appelle le Yosekan Budo. C'était l'aïkido Mochizuki. Bernard Bordas, la pratique du karaté qui est en fait un sport de combat extrêmément codifié et non pas un art martial. On va revenir sur cette indifférenciation qu'on fait malheureusement et qu'il va falloir éventuellement et absolument appuyer pour enlever des voiles et puis dissoudre des propagandes qui sont parfois inexactes et qui peuvent aller vers un certain danger de la personne, puisque votre but, si j'ai bien compris, votre sacerdoce, c'est la survie. Bien sûr, c'est le principe, oui. Par l'hygiène de vie, par l'alimentation, par la façon de respirer, par le type d'entraînement. Le truc, c'est de pas s'abîmer et de préserver la vie à tout prix. Voilà. Est-ce que je suis sur la bonne voie ? C'est exactement ça. Sur la bonne voie. Alors, pour revenir à mon propos, Bernard Bordas, je rappelle que votre site se nomme tout attaché lemondesartsmartiaux.org et qui nous renvoie justement à votre pratique et à votre assainissement à la fois des termes, à la fois des désignations. Le karaté, n'est-ce pas finalement une sorte d'escrime, mais ne correspond pas à la réalité du combat
sur un terrain, sur un champ de bataille. Alors là, c'est exactement ça. Pour revenir à la façon dont j'ai découvert ça, parce que moi j'ai toujours cru que le karaté était un art martial, donc j'ai laissé tomber le karaté, je me suis mis à faire de la boxe américaine, du contact, hein, des choses vraiment pour toucher, pour vraiment dire bon maintenant on arrête de faire semblant de toucher, champion de kata, champion de combat en compétition, mais on ne touche pas. Donc j'ai fait boxe américaine chez Valera à Paris, j'ai fait pas mal de choses, et puis taekwondo aussi, j'ai fait championnat de France de taekwondo en 81. Et à un moment, je vais au Japon. En 90, je vais au Japon et l'officier me demande qu'est-ce que vous avez venu faire au Japon, l'officier de la douane. Et là, je dis, je viens faire des arts martiaux. Alors il me dit quoi? Alors j'allais pas dire, je viens faire des ninjas, je serais passé pour un fou. Alors je dis, je viens faire du karaté. Et là, l'officier me regarde dans les yeux et me dit, le karaté, c'est pas un art martial et c'est pas japonais. Parce que moi, je disais, je viens au Japon faire des arts martiaux japonais. Alors, je lui dis, mais c'est quoi les arts martiaux japonais? Et là, il me dit Kenjutsu, Bojutsu, Kyojutsu, c'est-à-dire le tir à l'arc, le travail au bâton, le travail au sabre. Et Jujutsu aussi, hein, le travail du corps à corps, hein, le vrai corps à corps. Et à partir de là, j'étais vraiment sidéré. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et dans mes recherches, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que, effectivement, le karaté était venu au Japon, parce qu'il était à Okinawa. Okinawa a été annexé de force par le Japon à peu près en 1890, vers là, à quelque chose près. Et il y a eu, vers 1920, une personne qui s'appelle Jigoro Kano, qui est venue à Tokyo dans une, comment on pourrait appeler ça, une pension pour immigrés, donc okinawanais. On peut dire okinawayen, hein, okinawayen à l'américaine, okinawanais à la française, où il était gardien de cette pension, une sorte de refuge, et comme on fait au Japon, comme on a fait même dans certaines écoles où j'ai pris des cours d'arts martiaux, on enlève les meubles. C'était le dortoir la nuit, c'était le réfectoire la journée, et le soir, c'était le dojo. C'est-à-dire, au Japon, c'est un pays tout petit, je crois que ça devait faire 30 mètres carrés, quelque chose comme ça, le réfectoire dojo, qui faisait cuisine, réfectoire, dojo, et ça commençait comme ça. C'était réservé uniquement à ce que les Japonais appellent low people, c'est-à-dire les basses classes, c'est-à-dire les migrants en fin de compte. Il y avait des Coréens qui venaient, il y avait des Okinawanais. Et ensuite, ça a été dans des universités. Et c'est quand ça a été dans une université que c'est devenu un petit peu plus connu. Ensuite, le fils, Gigo, le fils de Gishin Funakoshi, était vraiment, lui qui est né au Japon, qui était aussi un peu cachétique, qui avait la tuberculose. Lui, comme il est né dans le Japon militariste, il a militarisé à fond le karaté. Et c'est pour ça que ce karaté-là, modernisé, qu'on appelle Shotokan, a été enseigné aux kamikazes et à la Kempetai, c'est-à-dire la Gestapo japonaise. Merci Bernard Bordas pour ce premier entretien. Nous allons nous retirer sur la pointe des tongs de ce tatami et de ce dojo providentiel qui vous a mis sur la voie d'une certaine vérité, d'un certain rapport à la remise en question, sur les termes, sur la pratique, sur la propagande aussi. Hein. Propagande, c'est pas négatif, c'est-à-dire sur la mauvaise propagande, les mauvaises habitudes langagières qui consistent à orienter les gens vers des choses qui sont du domaine du sport et non pas du domaine du martial, c'est-à-dire des arts liés à la guerre. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir Bernard Bordas. Au revoir.